Haruto, un otaku raté, fut pris en pitié par une déesse plantureuse qui le réincarna dans un isekai en héros surpuissant. Il devra désormais cacher ses pouvoirs, sinon tous les méchants du royaume voudront goûter à sa chair. Non, 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 non. Attends. Alors Karuto fait défiler Instagram un jour, tandis qu'Hirado reste confus, la déesse lui confère de puissants pouvoir magique pour rendre sa seconde vie intéressante. Cependant, ses ambitions sont étonnamment humbles, il veut juste une vie tranquille et paisible où il pourra regarder des animés en boucle et jouer aux jeux vidéo comme un véritable dingue. Hirado supplie la déesse de le bénir et soudain, son âme voyage vers son prochain corps. Soudain, il est un bébé et pas n'importe quel bébé, mais celui avec l'attribut royal. Il est nommé Prince Charmant et il est l'unique enfant du roi et de sa femme, la princesse Fulgurante. On raconte que ce roi à l'allure un peu ringarde aurait vaincu une entité redoutable appelée le roi démon il y a quelques jours. Son nouveau père ordonne immédiatement une évaluation magique du bébé, s'attendant à un prodige de niveau 50. Le cristal magique brille de 1000 feux, mais quand la lumière s'estompe, il affiche un misérable niveau 2. Pour aggraver les choses, le sorcier ajoute que le prince n'a aucune capacité élémentaire et ne peut utiliser qu'une magie de barrière au nom ridicule. Pendant ce temps, la déesse qui a mis tout cela en marche est en pleine crise de panique totale. Elle réalise que les outils de mesure magique de ce monde sont plus vieux que Joe Biden, n'affichant que 2 chiffres. Il s'avère que le vrai niveau d'Haruto est un stupéfiant 1002, mais personne dans le royaume n'en a la moindre idée. Le roi et la reine sont horrifiés par ce bébé stupide. Alors, dans un geste plus froid que le cœur de ta mère, ils décident de simuler la mort de leur fils et de l'abandonner dans une forêt. Puisqu'Hirato est pleinement conscient, il n'arrive pas à croire qu'il est déjà condamné à mort par la déception parentale. Abandonné et seul, il se souvient soudain de la magie de barrière que le sorcier avait mentionnée plus tôt. Haruto laissé et est choqué de voir à quel point elle est intuitive. La seule limite est son imagination. Cependant, sa joie est de courte durée car un loup géant tente de le dévorer vivant, mais ses crocs ne peuvent percer la barrière. Réalisant qu'il est en sécurité, Haruto riposte avec une douzaine de petites barrières, mais cela ne fait qu'enrager davantage la bête. Il planifie alors une autre attaque et déracine des arbres, les projetant vers le loup, même cela s'avère inutile, poussant Haruto à intensifier les choses de manière spectaculaire. Il utilise ensuite son pouvoir pour arracher un énorme morceau de terre du sol, espérant mettre fin à la vie agaçante de ce stupide loup une bonne fois pour toutes. Cette démonstration excessive effraie tellement le loup qu'il se met à parler en anglais et se rend comme Saddam Hussein. Puisqu'Haruto est littéralement un bébé, il apprend à parler en enroulant une barrière autour de sa gorge et se présente. Il explique comment il a été abandonné par ses parents républicains pour être stupide. Cependant, la louve est convaincue qu'il est le roi démon réincarné et l'accepte comme son maître. Elle lui offre sa vie, mais Hirado lui dit de déguerpir et de ne plus l'attaquer. Alors que les deux discutent droit que des termes de leur partenariat, le bébé Haruto se fatigue et il dit faiblement à Frey qu'il a besoin de l'aide d'un gigantesque robinet à tétons. Sans hésiter un instant, elle se transforme en une superbe jeune femme humaine, sans aucun vêtement. Cela fait durcir la banane du petit bébé, alors il crée des vêtements avec sa magie, ce qui la rend encore plus sexy. Elle dézippe ensuite sa chemise pour allaiter ce petit bébé, ce qui ne fait que le paniquer. Cependant, Frey ne peut pas produire de lait sans être enceinte. Alors elle enlève ses vêtements et demande à Hirato d'effectuer l'activité de pénétration. Presque immédiatement, Frey reprend ses esprits et s'excuse auprès du bébé Hirato d'être effrayante. Leur étrange situation est interrompue par l'arrivée d'un homme nommé Margrave Gold. Il prétend être un parent d'Haruto. Venu sauver l'enfant abandonné, tenant opportunément un biberon de lait maternel, Gold explique que sa femme et lui ont perdu leur propre enfant et qu'il veut donner à Haruto une chance dans la vie, même s'il est stupide comme une serviette mouillée. Cette supplique sincère touche Frey et elle accepte de laisser Haruto partir avec lui, à condition qu'elle l'accompagne en tant que servante personnelle. Avant de partir, Gold simule la mort d'Haruto en éclaboussant du liquide biologique sur le porte-bébé, s'assurant que les gardes royaux ne viendront jamais le chercher. 9 ans se sont écoulés depuis cet incident. Haruto a été heureusement adopté par Margrave Gold et sa femme Natalia. Il mène une vie confortable, mais il reste un misogyne répugnant et invétéré au fond de lui. Il a aussi une nouvelle petite sœur, Charlotte, qui semble le mépriser absolument. Haruto est même un peu jaloux que Frey, qui travaille maintenant comme servante impeccable, s'entende si bien avec Charlotte. Le voyant les regarder danser comme des idiots tout seuls, sa nouvelle maman le console, suggérant que Charlotte est juste timide avec les garçons et qu'il devrait essayer d'être un grand frère fiable. La simple pensée d'essayer quelque chose de nouveau provoque une crise de panique dramatique chez le garçon. Pendant ces 9 années, Haruto a secrètement maîtrisé sa magie de barrière dans un but précis, créer un clone autonome parfait de lui-même. Son grand plan est que le clone le satisfasse pendant qu'il s'allonge comme un parfait soumis, espérant minimiser le contact féminin. Jusqu'à présent, il a réussi à copier parfaitement son apparence, mais le clone ne peut ni parler ni bouger seul. C'est alors qu'il est interrompu par son père, Gold, qui lui ordonne de le rejoindre en bas. Gold insiste pour qu'Haruto apprenne l'escrime afin de compenser son faible niveau de mana, ce qui se traduit par ses capacités magiques. Haruto est terrifié à l'idée d'être blessé, car il est pleinement conscient de l'immense force de son père. Il utilise donc sa magie de barrière pour se protéger et se lance vers son père à une vitesse impossible.
Gold est stupéfait car de tels mouvements ne devraient pas être possibles pour quiconque en dessous du niveau 30. Haruto lui-même reste ignorant de son véritable pouvoir, il avait auparavant construit un appareil de mesure à 3 chiffres, mais il affichait toujours le niveau 2. Il a donc simplement accepté son destin de faible magicien doté d'une compétence de barrière étrangement utile. À leur insu, Charlotte observe curieusement leur séance d'entraînement de loin comme un agent de la CIA. Plus tard cette nuit-là, Gold discute des événements de la journée avec sa femme Natalia. Il ne comprend pas les capacités physiques surhumaines d'Haruto. Il avance une théorie audacieuse. Haruto pourrait être la réincarnation de l'infâme seigneur démon, la progéniture d'un humain et d'un démon, comme l'explique aussi sa marque de naissance. Gold affirme que seule cette théorie expliquerait sa force incroyable et pourquoi un puissant démon loup comme Frey le suit si volontiers. Natalia pense toujours que son fils est un soumis qui se met le pouce dans les fesses, mais Gold la rassure en disant que quoi qu'Haruto soit, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il soit heureux. Pendant ce temps, cette petite Charlotte sournoise entend tout. Elle sait maintenant qu'Haruto est bien plus spécial que quiconque ne le réalise. De retour dans sa chambre, Haruto remarque que son père adoptif, Margrave Gold, a été plus occupé que d'habitude. Alors qu'il s'allonge sur son lit, il entend du remue-ménage à l'extérieur du château. Utilisant sa magie pour jeter un coup d'œil, il voit un nombre massif de soldats recevant des soins d'urgence. Haruto s'approche ensuite de son père, à l'extérieur des murs du château qui semblent complètement dévastés. Gold explique qu'ils ont reçu des informations sur des criminels et les ont attaqués, mais son armée s'est fait piéger et embusquer par derrière, entraînant une lourde perte. Craignant que le spectacle de liquide biologique ne soit trop pour un enfant de 9 ans, Gold lui dit de ramener son gros cul dégoûtant au château. Haruto obéit sans un mot, mais son visage est un masque de froide fureur. Alors qu'il marche, Frey commence à se moquer des soldats pour être de tels mal bêta. Dans un rare accès de colère, Haruto lui dit de se taire. L'ordre est tellement hors de son caractère habituel que Frey est stupéfaite et silencieuse. Maintenant, Haruto marche parmi les soldats bois blessés et déchaîne secrètement sa magie de barrière. En un instant, toutes les blessures des soldats, des coupures aux os brisés disparaissent complètement. Les soldats regardent avec incrédulité avant d'éclater en acclamation, tandis que son père regarde autour de lui, complètement déconcerté par le miracle qu'il vient de voir. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Oroto dort comme un petit enfant dans sa chambre, Frey se tient juste devant sa porte, comme 3 doigts dans un mauvais virage. Quand il essaie de lui parler, elle reste complètement muette. Il réalise vite que Frey suit toujours son ordre de littéralement fermer sa bouche. Trouvant cela ridicule, Haruto s'excuse et lui donne officiellement la permission de parler à nouveau. Elle s'excuse immédiatement pour ses commentaires impolis. Même si ces formalités n'ont aucun sens pour lui, cela réglé, Hirato se concentre sur le vrai problème. Utilisant sa magie de surveillance, il scanne tout le domaine pour trouver les voleurs. Il localise rapidement leur fort, mais fait aussi une découverte glaçante. Certains des propres soldats de son père travaillent comme espions pour l'infiltrer dans la nuit. Réalisant que c'est plus qu'un simple problème de bandits, Haruto décide d'anéantir ces fauteurs de troubles. Sans hésiter un instant, Haruto utilise sa barrière pour s'envoler dans la nuit, Frey le suivant de près. De la fenêtre de sa chambre, sa petite sœur Charlotte voit les 2 silhouettes planer dans le ciel et est laissée complètement confuse. Pendant ce temps, au fort des voleurs, l'ambiance est festive, il rit d'avoir écrasé Gold Soul et ses soldats pathétiques. Cependant, leur célébration est de courte durée. Quand Haruto entre nonchalamment dans leur fête avec de l'huile pour bébé comme Didi, ils ont à peine le temps de dégainer leurs armes avant que sa magie de barrière ne les fige tous sur place. Pour marquer le coup, Haruto envoie l'un d'eux voler contre un mur avec assez de force pour laisser un cratère en forme d'homme. Sans verser une goutte de sueur, Haruto les menace de coopérer avec lui, sinon ils se transformeront en chef personnel d'Obama. Finalement, ils découvrent la vérité choquante, ce ne sont pas du tout des voleurs, mais des soldats de l'Empire voisin. Leur mission était de se faire passer pour des bandits, afin de semer le chaos et d'affaiblir le royaume de l'intérieur. Ils avouent aussi avoir un complice haut placé dans le commandement du royaume, quelqu'un avec le même niveau d'autorité que son père. Après qu'ils aient dû révéler le moindre détail, ils supplient pour leur vie. Mais Haruto n'a pas oublié qu'ils ont tenté de tuer son père. Avec de la glace dans la voix, il se tourne vers Frey et donne un seul ordre, brûler tout le fort jusqu'au sol avec tout le monde à l'intérieur. Il ne se soucie pas de la politique du royaume, mais il ne pardonnera à personne qui se mêle du cul poilu de son père. Il prévoit ensuite d'envoyer une lettre anonyme à son père, expliquant tout sur l'attaque. Le lendemain, l'un des hommes de Gold confirme que tout ce qui était dans la lettre était vrai. Alors qu'il écoute les détails, Gold est profondément troublé, se demandant comment les soldats impériaux connaissent son cul poilu. Il soupçonne le démon ardent Frey d'être derrière la destruction du fort, mais il ne peut pas comprendre toute l'histoire. À ce stade, Charlotte en sait plus que son père blond et court pour quitter la pièce. Elle fait enfin le lien avec la nuit dernière et est déterminée à découvrir ce qui se passe. Charlotte marche droit vers Frey et la confronte avec une question bizarre. Si Haruto a un frère jumeau, puisque Frey n'a aucune idée de ce dont elle parle, Charlotte explique qu'elle a vu Haruto s'envoler la nuit dernière, mais quand elle a vérifié sa chambre, elle l'a vu dans son lit en train de se tripoter la saucisse. Impressionné par sa vive observation, Frey révèle qu'Haruto a toujours possédé un pouvoir magique incommensurable, bien au-delà de celui de n'importe quel démon. Elle continue de glorifier son maître pendant quelques minutes pendant que la petite fille écoute attentivement. Cependant, Frey refuse de révéler plus de détails, expliquant que Charlotte devra attendre que Haruto le lui dise lui-même. Quand Haruto découvre cela, il crée une magie de surveillance pour éloigner Charlotte.
Mais ses plans ne semblent pas fonctionner car depuis ce jour, la petite fille l'espionne comme un agent de la CIA. Il doit faire preuve d'une extrême prudence avant de faire quelque chose de risqué, maintenant que Charlotte est constamment à ses trousses. Cependant, ce petit incident est vite éclipsé par une menace plus immédiate. Alors qu'elles se rendent à un festival, Charlotte et sa mère, Natalia, tombent dans une embuscade d'un autre groupe de soldats impériaux. Haruto reçoit une notification de cette attaque et il se connecte immédiatement à son portail de magie de barrière. Les gardes du corps de Natalia sont rapidement vaincus, la forçant à fuir avec sa petite fille. Elle utilise ses pouvoirs pour arrêter les attaques entrantes, pendant que Charlotte est guidée par la magie de barrière d'Haruto. Finalement, Natalia parvient à trouver une grotte cachée et les deux entrent en sécurité. Mais elle dit à Charlotte de rester là pendant qu'elle attire les soldats loin. Cependant, les soldats trouvent cette idiote presque immédiatement, sachant qu'elle ne peut pas être faite prisonnière. Natalia sort un poignard, prête à se suicider. Mais juste au moment où elle est sur le point de frapper, le poignard se brise et elle est assommée. Un Hirata absolument enragé apparaît et défait les soldats en un clin d'œil. Il ramène sa mère à la grotte et rassure une Charlotte terrifiée qu'elle est en sécurité. Alors qu'Hirata se tourne pour partir et nettoyer le reste du désordre, Charlotte l'appelle. Pour la première fois, elle ne le regarde pas avec peur ou dédain, mais avec admiration. Elle lui demande timidement s'il est un allié de la justice, complètement pris au dépourvu par la première vraie conversation qu'ils aient jamais eue. Hirata décide simplement de jouer le jeu et accepte. Les yeux de Charlotte s'illuminent d'émerveillement, réalisant que son frère soumis est en fait un héros secret. Elle promet de garder son pouvoir secret de tout le monde, même de leur père. Ressentant un pincement de culpabilité de l'avoir manipulé, Haruto part s'occuper des méchants restants. De retour au château, Margrave Gold a une conversation avec Haruto qui laisse habilement entendre qu'il y a un espion à l'intérieur de l'Empire. C'est alors que Charlotte, Natalia et Frey arrivent aussi à son bureau. Mais au lieu de son habituelle froideur, Charlotte court directement vers Haruto et le serre fort dans ses bras, lui disant à quel point il lui a manqué. Leurs parents sont surpris de voir leurs enfants, qui se battaient pays comme Israël et la Palestine, s'entendre soudainement si bien. Alors que Charlotte déclare qu'elle aime son frère désormais, Frey regarde depuis les coulisses, clairement jalouse de toute cette épreuve. Maintenant qu'Hirado l'a sauvé, Charlotte était complètement attachée à lui comme du sperme. Alors qu'il était absolument détesté par elle, la petite fille est très affectueuse envers lui. Même si Hirado n'a aucune idée de comment gérer cette affection, sa présence est étonnamment réconfortante. C'est alors que Charlotte repère l'écran holographique affichant sa magie de surveillance et ses yeux s'écarquillent de curiosité. Pour cacher son secret, Hirado lui dit que c'est une forme de magie ancienne et Charlotte ne semble pas avoir de doute à ce sujet. Au lieu de cela, elle révèle qu'il existe des registres de magie ancienne dans les archives du château et propose de lui montrer. Plus tard, les deux entrent dans une gigantesque bibliothèque remplie de millions de livres. Haruto est époustouflé de découvrir une structure si massive cachée dans leur propre maison. Aussi agile que la personnalité de Donald Trump, Charlotte grimpe une échelle et lui apporte une pile de livres poussiéreux. Alors que les deux s'assoient à une table, Haruto commence à lire. Il trouve finalement un passage décrivant comment la magie ancienne n'avait pas d'attributs élémentaires, le faisant penser que sa magie de barrière pourrait en fait se qualifier. Charlotte explique que leur mère et Frey lui lisaient ses livres et elle lui demande gentiment de faire de même. Haruto accepte, seulement pour être surpris quand elle se pose directement sur son pénis inexistant, expliquant que c'est comme ça qu'elle écoute toujours les histoires. En lisant sur les dieux qui pouvaient voyager entre les mondes, Haruto ressent un pincement de nostalgie pour son ancienne vie. Il marmonne que la seule chose qui manque à ce monde, c'est l'anime. L'agaçante Charlotte, pleine de curiosité, lui demande immédiatement ce qu'est un animé. Haruto explique passionnément que c'est un art magique où les dessins peuvent parler et bouger. Il s'attend à ce qu'elle soit déconcertée, mais au lieu de cela, la petite fille devient incroyablement excitée et le supplie de lui montrer des animes. Ne voyant aucune issue, Haruto passe les 2 semaines suivantes à utiliser sa magie de barrière pour pirater l'internet de son ancien monde. Il installe un écran pour Charlotte, qui regarde avec admiration le premier personnage animé apparaître à l'écran. Alors qu'elle commence à regarder ce stupide petit animé, Charlotte est immédiatement déconcertée. Le seul problème est la barrière linguistique, car il ne parle pas japonais dans ce monde. Cependant, quand Haruto essaie de lui apprendre la langue, elle maîtrise tout le dictionnaire en seulement 2 heures. Elle peut même utiliser Internet comme une enfant japonaise ordinaire, choquant son grand frère. En 15 jours, Charlotte est pratiquement bilingue, ayant regardé en boucle toute une bibliothèque de séries. Haruto réalise que sa sœur pourrait être un génie certifié qui se transforme lentement en otaku à part entière. Plus tard cette nuit-là, Gold et Natalia remarquent que leur fille s'assoupissait au dîner. Quand ils demandent ce qui se passe, Charlotte leur dit à la hâte qu'elle aidait Haruto avec son opération d'expansion de pénis. Après le dîner, Haruto dit à la petite fille qu'elle ne peut plus regarder d'anime, la rendant un peu triste. Il va ensuite prendre un bain et Charlotte saute aussi dans la baignoire avec lui, expliquant qu'elle ne veut pas être seule. Pendant qu'il se prélasse, elle bavarde sur les animes, confirmant qu'elle fait officiellement partie de la tribu. C'est alors que Charlotte pointe l'écusson royal sur son corps et demande si c'est l'emblème des guerriers de la justice. Plus tard, Haruto la trouve profondément endormie dans son lit, avec leur mère qui jette un coup d'œil comme un Jeffrey Dahmer. Natalia est heureuse que ses enfants s'entendent bien maintenant, car c'est tout ce qu'elle voulait pour eux.
Quelques jours plus tard, Margrave Gold fait ses adieux à sa famille pour la bataille, alors que tout le monde lui fait un signe d'adieu hésitant. Plus tard, Charlotte demande à Hirata d'utiliser ses pouvoirs pour créer un monde sans combat. Elle est terriblement inquiète pour son père et supplie Hirata de rejoindre la bataille et de se transformer en héros comme dans l'anime qu'elle a regardé. Incapable de refuser son innocence, Hirata grimace intérieurement avant de se transformer en une figure masquée dramatique dans une cape noire, ressemblant à une copie carbone de Zero de Code Geass. Charlotte est absolument éblouie et le supplie de le rejoindre dans son voyage. Cependant, Haruto refuse fermement de l'emmener mais crée un écran magique pour qu'elle puisse regarder ses débuts héroïques. Il trouve les voleurs dans la forêt et se présente comme un guerrier de la justice. Avec un effort minimal, Haruto réussit à les vaincre tous, s'assurant qu'aucun liquide biologique n'est versé pour son jeune public. Juste au moment où il termine, son père arrive avec ses soldats. Pris sur le fait, Haruto se présente par la première chose qui lui vient à l'esprit, Mia Khalifa. Mais juste au moment où Gold s'enquiert de ses pouvoirs, il est embarrassé et quitte la forêt, laissant son père complètement dur là-bas. Haruto retourne dans sa chambre, épuisé et embarrassé, mais Charlotte pense qu'il est la personne la plus cool du monde. Ce stupide incident finit par créer son nouvel alter ego indésirable, le Chevalier Noir. Avec ses obligations sociales s'accumulant, Haruto perfectionne enfin son clone parlant. C'est une copie parfaite jusque dans sa personnalité, ce qui l'agace immédiatement car le clone refuse aussi de quitter la pièce. C'est alors qu'Haruto et Charlotte sont convoqués en bas pour accueillir des visiteurs royaux, la princesse Marion et son insupportable frère, le prince Ieyasu. Le prince commence immédiatement à agir comme Andrew Tate, forçant Margrave Gold à s'incliner devant lui puisqu'il est le futur roi. Tandis que Marion essaie de lui faire entendre raison, Ieyasu remarque Haruto et le traite de rebut de niveau 2 d'un orphelinat. Il défie alors Haruto à un duel pour lui apprendre un peu de discipline. Voyant qu'il n'y avait pas d'autre issue, Haruto accepte malgré tout de combattre avec lui. Laozus, pensant que sa désinvolture était due aux peurs, promet arrogamment de ne pas être trop dur sur lui. Haruto vérifie le niveau de son adversaire et voit qu'il est seulement niveau 9. Il regarde ensuite son père et Charlotte, deux des personnes les plus puissantes du royaume. Le duel commence et Leus bondit immédiatement, mais Haruto esquive ses attaques comme un chien évite une fontaine d'eau. Puisqu'il est extrêmement ennuyé, Haruto reste immobile, érige un bouclier et laisse le prince l'attaquer en feignant la douleur. Soudain, il arrête de jouer et commence à battre en brèche ce prince arrogant. Même quand il se relève, Haruto parvient à le pulvériser chaque fois. Sentant honteux, Leia commence à chanter et libère une puissante boule de feu, mais à sa grande surprise, le sort disparaît avant d'atteindre sa cible. Il essaie encore et encore, mais chaque boule de feu disparaît dans le vide. La princesse Marion essaie de stopper son frère de ressembler à l'Ukraine, mais Ieyasu est convaincu qu'une malice est en jeu. Haruto explique alors que c'est sa magie, ouvrant sa main pour révéler un vortex tourbillonnant contenant toutes les boules de feu absorbées maintenant, fusionnées en une gigantesque sphère de mort ardente. Enfin comprenant la différence galactique de leurs pouvoirs, le prince arrogant se prépare finalement à lécher le saucisson d'Haruto. Maintenant, Haruto essaie de partir et de regarder de l'anime, mais la princesse Marion l'arrête pour s'excuser du comportement de son frère. Lorsqu'elle demande à Hirato s'il est vraiment seulement niveau 2, il confirme et s'éloigne d'elle. Cependant, une nouvelle inquiétude commence à germer dans son esprit. Après avoir vu ses pouvoirs, Hirato se demande si ses vrais parents, le roi et la reine, vont commencer à chercher le fils qu'ils ont abandonné. Dans l'après-midi, où Haruto a fait son entrée héroïque, Charlotte a trouvé une nouvelle passion, le contrôle de mission. Elle passe ses journées accrochée à sa magie de surveillance, repérant les individus suspects autour de leur territoire et signalant fidèlement ces derniers à son grand frère. Cela a malheureusement transformé la vie tranquille d'Hirata en une série d'opérations secrètes. Voyant qu'il part seul constamment, Frey décide qu'elle a soit été assez sur le côté et insiste pour lui donner une expérience satisfaisante avec sa langue. Charlotte, dont le cerveau a beau maintenant 90% anime, est enthousiaste à l'idée d'un duo de lutteurs et immédiatement donne son approbation à Hirato et Frey. Puis il lui dit que la violence graphique ne doit pas être utilisée dans les combats parce que Charlotte les surveille. Ce soir-là, un nouveau groupe de voleurs célèbre leur dernier butin mais sont interrompus par l'apparition dramatique du Chevalier Noir. Il n'est pas seul. À ses côtés se trouve Frey qui se présente avec une touche théâtrale en tant que chevalier rouge. Les voleurs sont trop confus pour même tirer leurs armes. Pendant ce temps, Frey ne leur donne pas le temps de réfléchir et déchaîne immédiatement une pluie de flammes avec l'intention de les transformer tous en cendres. Alors qu'elle rit comme Kamala Harris, Haruto quickement lance un bouclier refroidissant pour sauver les criminels qu'il venait de venir arrêter. Alors que Frey canalise une boule de feu encore plus grande, Haruto tape sur sa tête avec un marteau jouet grinçant, rappelant la règle de la violence graphique. Elle argumente que tout individu sur le chemin de son maître est un ennemi, mais Haruto la détourne en promettant de porter le coup fatal lui-même. À la cour, Haruto s'effondre sur son lit, espérant recevoir une action de langue de Frey. Charlotte pense que leur collaboration est incroyablement cool, mais elle note aussi que leur dynamique est bouktiamique et moins comme des super-héros et plus comme Rick et Morty. Haruto est tellement épuisé qu'il ne trouve même pas cette insulte insultante. En même temps, au palais royal, le prince Leos est toujours furieux après sa humiliante défaite contre Haruto. Un subordonné entre dans sa chambre et lui informe qu'il doit inviter Charlotte en tant que partenaire de conversation lors de son inspection prochaine du territoire d'or. Ieyasu veut refuser mais il comprend le message clair et net. C'est une ordre directe de sa mère, la reine.
Préoccupé par la sécurité de Charlotte lors de ce voyage, Haruto décide de patrouiller le parcours d'inspection avec sa magie de surveillance. Il remarque immédiatement quelque chose de sinistre. Un groupe de sorciers en cape noire se rassemble autour comme des alcooliques au milieu d'un cercle de magie lumineux. Convaincu qu'ils sont en train de faire quelque chose de mal, il revêt son personnage de chevalier noir et téléporte vers le remplacement. Haruto marche tranquillement vers les sorciers et demande ce qu'ils font. Choqués par cette intrusion soudaine, tous les sorciers s'unissent pour l'attaquer. Ils invoquent un sortilège, espérant mettre fin à sa vie. Mais Haruto se lève dans les airs et lance une grande fumette qui met plusieurs d'entre eux hors de combat. Cependant, un sorcier réussit à terminer la cérémonie, invoquant une armée de soldats squelettiques. Haruto trouve cela plus ridicule que terrifiant, donc dès qu'ils attaquent, il les découpe simplement. Cependant, Haruto réalise rapidement que les soldats squelettiques continuent de se relever comme un organe génital masculin. Voyant une pierre brillante sur chacun d'eux, il pirate leur contrôle et les utilise contre leurs anciens maîtres. Agissant rapidement, un sorcier hurle pour invoquer un géant de pierre massif. Le géant de pierre écrase facilement l'armée squelettique et frappe Haruto même avec son bouclier levé. Bien que le sorcier soit ravi de cela, Haruto réalise qu'il sous-estimait les pouvoirs du géant de pierre, mais juste alors, il remarque une pierre similaire plantée dans sa poitrine. Après avoir esquivé quelques attaques supplémentaires, il lance une barrière pointue qui transperce la pierre. Cela provoque que le géant de pierre s'éteigne complètement. Pour ajouter au désespoir du sorcier, la bête se tourne contre eux, maintenant totalement sous le contrôle de Haruto. Avec ses nouveaux esclaves qui les attachent, Haruto interroge le chef de ce groupe suspect. Il apprend qu'ils sont une unité spéciale sous le commandement direct de la reine. Ils ont été instruits d'invoquer des monstres et d'assassiner Charlotte lors de l'inspection. Le sorcier explique que la reine craint le potentiel latéral de Charlotte. Elle est inquiète qu'avec le soutien du margrave Orfeudor, elle pourrait un jour avoir les plus grands nichons du monde. C'est la reine qui a envoyé les soldats impériaux attaquer son père, la reine qui a essayé de rendre Charlotte morte vivante et la reine qui l'a abandonnée dans une forêt. La réalisation que sa propre mère biologique est la source de tous les malheurs de sa famille provoque une surcharge incontrôlée de pouvoir chez Hirata. Cela se manifeste en Golem qui essaie de broyer le sorcier dans ses mains, mais Hirata l'arrête. Il jure de protéger sa famille de cette femme méchante et de la rendre morte vivante, même si elle est sa mère biologique. Le lendemain, l'inspection commence. Dans la carriole royale, Charlotte tente de remonter le moral de Leios en lui disant que son pépé est plus court que 2 pouces et que le fait qu'il puisse même le faire dur est louable. La conversation finit par tourner autour des capacités étranges d'Hirato, Leios se demandant s'il n'est pas un démon. Charlotte réfute innocemment cela en annonçant à tous les deux les rois que son frère a le plus grand pépé quoi, et qu'elle le sait parce qu'ils prennent des bains ensemble tous les jours. Cette révélation laisse Leios et la princesse Marion regarder Hirato avec un mélange de choc et de terreur. Plus tard, ils atteignent une belle prairie de blé et regardent le coucher du soleil. Pendant que les frères explorent la terre comme des enfants, Haruto approche son père adoptif avec Frey. Il aborde soigneusement le sujet de la reine qui cible Charlotte. Margrave Gold a un visage sombre. Il révèle que les lettres anonymes du Chevalier Noir l'ont déjà effrayé pour sa petite queue poilue. Voyant Hirato inquiet pour la vie de sa sœur, Gold finit par expliquer l'équilibre politique délicat de ses royaumes. Le roi Jilk est une figure de proue qui a perdu son pouvoir à sa femme. Quant à la reine Gila Selda, qui est surnommée la princesse de la lumière, elle a progressivement récupéré le pouvoir il y a des années et règne sur tous les royaumes. Cette histoire lui permet de contenir les nobles ambitieux opposants. Gold explique qu'il ne peut pas opérer contre la reine Gila Selda car cela entraînerait une guerre civile. Pendant que Haruto écoute patiemment son père, Gold avoue qu'il croit que Charlotte a le potentiel d'avoir les plus grands nichons du royaume et de surpasser la reine un jour. Il regarde ensuite Haruto avec une requête implicite suspendue dans l'air. Margrave Gold veut que son fils protège Charlotte jusqu'à ce qu'elle soit prête à devenir la reine de tous les royaumes. Finalement, Haruto comprend la stupide affaire politique. Il réalise que la montée de Charlotte au trône est la voie la plus sûre pour atteindre son objectif ultime, une vie paisible et isolée. Écoulant cette histoire, Frey interprète mal l'histoire du roi démon et décide de se venger de Hirato en rendant la reine morte vivante. Cependant, Hirato la stoppe avec un regard glacial. Il informe Frey qu'il traitera lui-même sa mère biologique car cela deviendra la plus attendue réunion familiale de l'histoire. Dans la cour royale, la reine Gili Selda écoute un rapport de ses soldats en exhibant ses grosses poitrines. Leur mission d'assassinat de Charlotte a échoué une fois de plus, grâce aux interventions du mystérieux Chevalier Noir. Furieuse de leur inefficacité, elle renverse son verre de vin sur le visage du général tandis qu'il se prosterne devant elle dans l'honneur total. Elle décide alors de vaincre elle-même ce stupide Chevalier Noir et tire une épée de la paroi. Soudain, une voix calme résonne dans la salle, la mettant sur ses gardes. Le Chevalier Noir est arrivé et il élimine sans effort ses gardes royaux, laissant le Chevalier Noir et la reine seuls pour un dernier duel. Face à face, la reine ne sait pas qu'elle va se battre son œuf littéral. Sans plus attendre, la célèbre princesse de la lumière libère toute la puissance de sa magie. Elle l'enferme dans une sphère multicouche d'eau pour le noyer, mais le Chevalier Noir parvient à échapper à ce piège stupide. Elle lance ensuite une tempête de glaives acérés, mais même cela est trop facile pour son fils.
Furieux, la reine lance un incendie brûlant, confiant que le chevalier noir sera réduit en charbon. Cependant, son fils sort des flammes complètement indemne. Tandis que la reine est encore sous le choc, il lance un contre-attaque incessante. Pendant qu'elle recolle son prestige, le chevalier noir brise ses boucliers magiques un par un jusqu'à ce qu'elle soit obligée de se réfugier dans sa swordsmanship. La reine est surprenante avec les épées et les deux s'affrontent dans un combat brutal. Elle saute ensuite dans les airs pour porter un coup final, forçant le chevalier noir dans une position vulnérable. Cependant, Haruto l'arme avec un seul coup alors qu'elle se tient là comme une étoile de maïs qui vient de perdre son emploi. Avant qu'elle puisse réagir, il utilise sa magie pour placer un collier autour de son cou. Elle ressent l'insulte du dispositif et essaie désespérément de le retirer, mais il la menace froidement qu'elle perdra la tête si elle essaie de le retirer par la force. Haruto ne s'intéresse pas à ses plans ou à sa puissance, mais il fait clairement savoir qu'il déclenchera le collier si elle interfère à nouveau avec la famille d'or ou leur territoire. Avant de partir, il ajoute une dernière mise en garde. Le collier ne se déverrouillera que lorsque lui obtiendra une action de langue satisfaisante. Ayant livré son message, Haruto disparaît de sa vue, laissant la reine en larmes de rage et d'humiliation. 5 ans de paix ont passé depuis le duel et la reine n'a plus jamais interféré dans leur vie. Charlotte ne sait rien de Hirata qui l'a sauvée de la vie alors qu'elle jouit de son enfance en jouant et en s'amusant. Dans le pays enneigé du territoire d'or, un Haruto, maintenant âgé de 14 ans, observe Charlotte, toujours une fervente geek anime. Elle se vante fièrement d'une broche de métamorphose sculptée dans de la neige. Près d'elle, Frey a construit une copie parfaite mais totalement inutile de leur château en neige. Pendant ce temps, Frey continue de porter cet habit révélant même en hiver, espérant parfois être rêlé par Haruto dans son lit. Cependant, il lui donne magiquement des vêtements plus chauds pour mettre fin à son malheur. Voyant une opportunité, Frey liste immédiatement 10 autres demandes que Haruto rejette sans hésitation. Déterminée, Charlotte décide qu'il est temps pour sa technique ultime, un mouvement spécial nécessitant la puissance de Haruto. Il a un mauvais pressentiment mais est impuissant face à ses supplications. Il est obligé de réciter un chant embarrassant avant de créer une immense tornade de neige qui creuse un profond cratère dans le sol. Immédiatement, la petite fille court dans ses bras pour exprimer combien elle l'aime. Juste au moment où Charlotte et Frey admirent sa puissance, ses parents arrivent curieux de la nouvelle crevasse dans leur paysage. Pour éviter de révéler son secret, Haruto crée rapidement un clone du Chevalier Noir, affirmant que le héros mystérieux est juste passé pour montrer un nouveau mouvement. Plus tard, Margrave Gold met Haruto au courant de la situation de la reine maligne. Au début, les gens pensaient que le collier était pour ses fantasmes sexuels dans le lit, mais récemment, tout le monde commence à réaliser que la reine est sous un sort bizarre du Seigneur des démons. Comme Charlotte essaie maintenant en sécurité des mains malveillantes de la reine, Gold informe Haruto qu'il ira à l'école dans la capitale l'été prochain. L'esprit de Haruto revient à l'isolement de sa vie précédente et il est rempli de terreur. Gold explique que c'est une demande directe du roi, probablement parce que la princesse Marion veut dévorer son instrument biologique. Il ajoute que la reine veut envoyer Haruto dans le royaume principal pour maintenir la famille d'or faible. Bien qu'il soit méfiant des potentiels schémas de la reine, si Gold refuse l'ordre, il causerait une grande incident politique. Réalisant qu'il est coincé, Haruto accepte malgré tout de partir à l'école. Cela soulève le problème suivant, il a besoin d'un assistant personnel pour l'école. Frey est immédiatement éliminée car elle est trop excitée par le saucisson de Haruto. Natalia offre même de partir elle-même, mais il est rapidement pointé que les étudiants ne ramènent pas leurs parents en tant qu'assistants. Avec cela, ils ont 3 mois pour trouver une personne appropriée pour le poste. Haruto, bien sûr, a son propre plan. Il veut envoyer son clone à l'école à sa place. Comme prévu, le clone possédant exactement la même personnalité refuse catégoriquement de partir. Haruto doit expliquer patiemment la stratégie. Le clone est faible et ne possède aucune magie, donc il sera le parfait outil pour faire paraître Haruto complètement incompétent, espérant qu'il soit expulsé de l'académie dès le départ. Le clone est toujours mécontent d'être un bouc émissaire, mais il finit par accepter, après que Haruto promette de lécher son saucisson en retour. Avec un plan en place, Haruto se retire à son véritable sanctuaire, une maison de bois près d'un lac qu'il a construite pendant les 5 dernières années sur une montagne voisine. C'est le paradis parfaitement tranquille où il peut enfin se détendre et frapper son poing sur ses genoux. Le seul problème est qu'il ne peut pas empêcher Charlotte et Frey de venir le regarder de l'animé. Il apprend que les visites de Charlotte dans sa chambre au château se font de moins en moins fréquentes car leurs parents lui ont demandé de cesser de l'approcher maintenant qu'elle est plus âgée. C'est pendant l'une de ces visites que Arata mentionne qu'il peut utiliser sa magie pour la téléportation, bien qu'il n'ait essayé que sur de courtes distances et jamais avec des êtres vivants. Frey suggère immédiatement une solution brillante et un peu illégale, utiliser le clone pour un essai. Haruto ouvre une porte lumineuse reliant sa maison de bois à sa chambre au château. Il appelle son clone pour qu'il passe à travers. Cependant, le clone sait que Haruto réel est terrifié à l'idée de se perdre dans le vide spatial et commence à taquiner, osant qu'il essaie en premier. Alors que les deux Saruto discutent, Frey furieuse décide d'agir. Sans un mot, elle saute à travers la porte, apparaît dans la chambre du château, attrape le clone stupéfait et le jette violemment de retour à la maison de bois. Voyant son double tomber en tas sur le sol, Haruto conclut calmement que l'expérience a été un succès total. Le problème de se rendre et revenir de la capitale a été résolu.
Pendant une pause de son emploi du temps exigeant de jouer des jeux vidéo dans sa cabane de bois, Haruto décide de faire une promenade pour se vider l'esprit. Il se promène profondément dans la forêt, finissant par trouver un lieu qu'il n'avait pas visité depuis un moment. Ce qui était autrefois un simple abri de fortune s'est transformé en un village organisé prospère, peuplé des soldats squelettiques qu'il avait acquis auprès des sorciers de l'arène, ainsi que d'une multitude d'autres monstres errants que Frey avait rassemblés. Dès que les squelettes le voient, ils se mettent en garde et offrent une salutation synchronisée comme des pirates nigérians. Haruto est visiblement confus par cela, mais juste alors, le chef des squelettes, un squelette poli et bien parlant nommé Johnny, se présente. Il propose ensuite de donner à Haruto une visite guidée de leur communauté. Johnny se vante fièrement de leur ferme où ils cultivent des cultures et élèvent des animaux. Il explique ensuite comment les squelettes et les monstres errants ont divisé le territoire et vivent pacifiquement sous sa direction. Haruto est impressionné par leur ingéniosité, mais son esprit a déjà dérivé ailleurs. Il est toujours perturbé par le fait qu'il a besoin d'un assistant pour l'école. En observant Johnny qui est gentil, fidèle et impeccable, une lueur s'allume. Il pourrait juste le rendre humain. L'idée semble parfaite jusqu'à ce que Haruto réalise qu'il doit donner à Johnny un gros ding-dong. Avec cela, son assistant parfait vient de perdre un emploi qu'il ne savait même pas avoir. Finalement, Haruto planifie une évasion polie et il passe son temps dans un petit logis près du lac. Mais il est vite interrompu par Gigant, le géant de pierre, qui s'assoit maladroitement à côté de lui comme une petite fille. Elle lui offre ensuite silencieusement une fleur jolie et tente de le flatter. La nature douce et docile de Gigant le fait réfléchir à nouveau à elle comme candidate pour son assistant. Mais un regard sur sa taille colossale écrase immédiatement cette idée. Malgré cela, les deux s'assoient pour un moment, parlant de leur intense bataille il y a 5 ans. Irrité par la recherche d'un assistant, Haruto rentre chez lui seulement pour être attaqué par Frey qui a senti qu'il cherchait un assistant. Elle devient furieuse et lui demande pourquoi. Mais avec l'ultimatum de son père en tête, Haruto quitte simplement la scène. Le lendemain, Charlotte déboule avec un nouveau nom dramatique pour le Chevalier Noir, proposant Schwarzeritter, qu'elle excitément réduit à Shiva. Bien que Charlotte soit impressionnée par sa propre création, Haruto est muet et agacé. Plus tard, la petite fille rencontre Johnny avec Frey qui les salue poliment. Charlotte propose également un nom pour la ville de monstres et suggère Pandemonium, un titre que Johnny et Frey approuvent instantanément. Leur chaos domestique est interrompu lorsque Margrave Gold convoque Hirato dans son bureau avec un problème sérieux. Plus tôt dans la journée, un grand monstre bleu blessé appelé Dragon Blizzard avait craché juste à l'extérieur de leur territoire, causant des dégâts partout autour. Gold explique que étant blessé et encerclé, le Dragon Blizzard pourrait facilement déchaîner une folie et entrer dans leur région, causant de nombreux blessés civils. Donc il a besoin que Frey enquête sur cette situation, démon à démon, pour évaluer la menace qu'il représente. Cependant, elle refuse catégoriquement car il y a 50 ans, ce dragon a trahi sa tribu pendant la grande guerre entre humains et démons. Aux yeux de Frey, le dragon est un lâche qui s'est caché comme un wuss pendant que ses amis se battaient et ont perdu la vie. Haruto comprend cette situation et demande à son père un peu plus de temps pour décider. En sortant, il remarque Charlotte qui écoute derrière la porte de la pièce. Avec des larmes aux yeux, elle imagine le dragon seul, blessé et effrayé et supplie Frey de le sauver. Pour Haruto, tout est chamboulé. Il informe calmement Frey que le souhait de Charlotte est désormais le sien. Incapable de refuser un ordre direct de son maître, Frey accepte à contre-cœur. Elle déclare qu'elle éliminera tous ceux qui menacent le dragon sans exception. Arrivé à la frontière, Haruto utilise sa magie pour scanner les environs. Il repère vite le dragon, remarquant les multiples flèches plantées dans son corps et son air épuisé. Haruto remarque aussi des braconniers cherchant à capturer le dragon blessé. Alors que les braconniers s'apprêtent à achever le dragon, le duo apparaît pour les bloquer. Pendant que Haruto commence à soigner le Vagana du dragon, Frey regarde les braconniers comme un panier de viande fraîche. Elle se lance alors dans une furie immédiate et parvient à les vaincre tous d'un seul coup.
Après avoir neutralisé les chasseurs, Haruto se présente comme le chevalier noir pour être aussitôt figé dans la glace. Il brise la glace sans effort, agacé que ce soit là le remerciement qu'il reçoit pour l'avoir sauvé. Il réalise que le dragon peut communiquer par télépathie, tout comme Frey l'avait fait lors de leur première rencontre. Cependant, le dragon l'ignore et adresse ses questions à Frey, exigeant de savoir pourquoi un puissant démon obéirait à un simple humain. Frey se lance dans une saga enthousiaste d'1 heure, détaillant toute son histoire avec Haruto, convainquant finalement le dragon qu'il est bien la réincarnation du roi démon. Le dragon s'excuse pour sa lâcheté passée, expliquant que pendant 300 ans, elle a vécu une vie solitaire et tranquille dans les montagnes, simplement parce qu'elle déteste se battre. Cela résonne immédiatement chez Haruto, qui est à la fois jaloux et intrigué par ce récit. Le dragon raconte comment elle s'était d'abord recroquevillée dans sa grotte, mais sa vie a changé quand elle a découvert un livre laissé par un aventurier. Elle l'a lu et relu jusqu'à ressentir un désir irrésistible d'en savoir plus, ce qui l'a poussée à prendre forme humaine pour se faufiler dans les villages et acquérir des livres. Mais un jour, au cours de son aventure littéraire, elle fut découverte par les villageois qui se mirent à la poursuivre. Ils ont même brûlé tous ses livres, la forçant à quitter le seul endroit qu'elle appelait sa maison. En entendant son histoire, la colère de Frey s'évanouit et elle lui offre immédiatement une place au Pandémonium. Haruto explique que leur but était de lui offrir un abri depuis le début. Ravi à l'idée d'un foyer sûr avec accès à de nouveaux livres et compagnons, le dragon l'accepte immédiatement comme son nouveau maître. Alors qu'elle commence à se transformer en sa forme humaine, Haruto se souvient de sa première rencontre gênante avec une Frey dénudée. Alors il utilise rapidement sa magie pour couvrir le dragon avant de devenir tout excité. Dans un éclair de lumière, la bête colossale est remplacée par une petite fille aux cheveux bleus. La jeune fille est stupéfaite par les vêtements apparus de nulle part et loue Haruto pour ses capacités magiques. À ce moment-là, Haruto retire son masque et se présente correctement. Comme la jeune fille n'a pas d'identité humaine, il décide alors de lui donner un nom. Puisqu'elle est un dragon des blizzards, il l'appelle Lisa, en hommage à sa star du X préféré. Lisa adore son nouveau nom et le salue joyeusement comme son maître. Cependant, Frey intervient immédiatement, rappelant à Lisa qu'elle fut la première à servir Haruto. Elle dit à Lisa d'attendre son tour avant de pouvoir lécher le mât d'Haruto.
À cet instant, Haruto et Lisa s'envolent pour rentrer tandis qu'une Frey agacée reste au sol. Elle est contrainte de courir après eux aussi vite que ses jambes le lui permettent. De retour au château, Haruto présente sa nouvelle recrue à sa famille, le margrave Gold. Un homme qui a vu assez d'étrangeté pour 3 vies ne scie presque pas à la nouvelle qu'un dragon des blizzards travaillera désormais comme femme de chambre. Il accepte calmement de laisser Lisa rester à condition qu'elle le lèche aussi. Natalia est simplement heureuse de voir un autre joli visage, tandis que Charlotte vibre littéralement d'excitation. Pendant ce temps, Frey est déterminée à établir sa domination en tant que servante principale et se charge d'enseigner à Lisa les ficelles du service domestique. Sa première leçon est le nettoyage de la cour avant. Elle saisit un balai avec la confiance d'une maîtresse, mais ses mouvements stupides ne font que briser le balai comme une brindille sèche. D'un autre côté, Lisa commence sa tâche de balayage et nettoie rapidement toute la cour sans le moindre défaut. Ensuite, c'est la vaisselle dans la cuisine. Chaque fois que Frey touche une assiette, elle se brise sous ses mains puissantes, la rendant furieuse. Une fois de plus, Lisa s'acquitte de la tâche avec une grâce innée. Le test final est la cuisine. Le chef-d'œuvre culinaire de Frey ressemble et sent un morceau de charbon de bois. En contraste frappant, Lisa parvient à préparer un repas exquis en seulement 1 heure d'apprentissage. Elle reçoit même les éloges de ses colocataires. Ce soir-là, au dîner, le verdict tombe. Le margrave Gold et Natalia sont absolument stupéfaits par les talents culinaires de Lisa. Pendant ce temps, une Frey déprimée ne peut que bouder dans un coin, ayant échoué de manière spectaculaire à chaque tâche. Il devient vite évident que Lisa est une apprenante naturelle, très douée. Observant à quel point elle s'occupe bien de Charlotte, Natalia suggère qu'elle devienne sa femme de chambre personnelle. Gold accepte immédiatement et Lisa, désireuse de plaire à ses maîtres, promet de faire de son mieux.
Elle mentionne aussi qu'elle a appris un peu de magie quand elle était dragon, ce qui rend Natalia encore plus heureuse. Cette promotion finale est le coup de grâce pour l'ego de Frey, un véritable coup dur. En tant que femme de chambre personnelle de Charlotte, Lisa connaît un succès retentissant. Elle réveille Charlotte le matin et l'emmène pour l'entraînement magique. En quelques heures seulement, les capacités de Charlotte se sont améliorées à pas de géant. Elle crée du feu avec de simples sorts magiques. Depuis ce jour, les deux sont devenus de très bonnes amies, sans même avoir besoin de le dire. Lisa l'aide avec ses devoirs, l'accompagne à la bibliothèque pour lire et surtout l'entraîne à la magie. Elles ont même commencé à visiter les bains chauds ensemble pour se détendre. Un jour, alors qu'Haruto observe depuis les coulisses, Charlotte lui montre avec enthousiasme comment elle peut désormais créer une énorme boule de feu stable, attribuant tout le mérite à l'excellent enseignement de Lisa. Haruto est stupéfait non seulement par les progrès de Charlotte, mais aussi par les incroyables compétences multitâches de Lisa. Elle fait la lessive avec désinvolture, utilisant une sphère d'eau flottante tout en instruisant Charlotte. Quand Haruto lui demande si elle se fatigue à faire tous ses travaux en même temps, elle esquisse un doux sourire. Lisa l'assure qu'elle aime en fait servir Charlotte car cela la fait se sentir utile. Haruto les observe toutes les deux, pensant à quel point leur nouveau lien est précis et précieux, mais juste à ce moment-là, il réalise que Lisa aurait été la candidate parfaite pour son ping-pong nocturne et pour être son assistante personnelle. Elle est jolie, intelligente, loyale et ne parle pas beaucoup, ce qui est un plus. Cependant, au moment même où il prend cette décision, il remarque les filles être adorables ensemble. Cependant, son cerveau stupide lui vient une idée brillante, une solution ingénieuse. Il lui suffit de construire un portail de téléportation permanent entre son dortoir scolaire et le château. De cette façon, il n'aura pas du tout à séparer les filles, ce qui est parfait. Les jours passant, leur lien est devenu si fort que Lisa a commencé à rejoindre Charlotte et Frey lors de leur visite à la cabane isolée d'Haruto. Il s'attend à ce qu'elle montre son niveau habituel aussi, mais au lieu de ça, le cristal brille d'une intensité aveuglante. En quelques secondes, la boule de Mija est surchargée et elle se brise en 1000 morceaux. Haruto jubile intérieurement, pensant que cet acte de destruction d'un artefact inestimable est sûrement son billet de retour. Mais la réaction de Tieta est l'exact opposé de ce qu'il attendait. Elle trouve ça spectaculaire, expliquant que la boule de Mija n'a pas pu supporter le volume pur de magie provenant de la main d'Haruto. À ce moment précis, Tieta révèle toute la vérité sur la capacité d'Hirata. L'examen qu'il vient de passer était de niveau magicien royal, bien trop avancé pour n'importe quel nouvel étudiant. Elle loue ses splendides réponses sur la magie de barrière et la magie ancienne, révélant qu'elles étaient presque une copie parfaite de ses propres écrits. Le sang d'Hirata se glace quand il réalise qu'elle est l'auteur au nom ridiculement long.
Tieta essaie immédiatement de le recruter pour sa recherche, mais Hirato, furieux que son plan parfait ait si complètement échoué, refuse fermement et quitte la pièce en trombe. Le vrai Haruto, ne pouvant échouer à l'examen, le fardeau d'aller à l'école incombe à son clone. Charlotte comprend la situation et lui donne une arme à feu pour mettre fin à sa pathétique petite existence. Après la cérémonie d'entrée, il essaie de retourner discrètement à son dortoir, désespéré d'éviter toute interaction humaine, mais il tombe directement sur un groupe d'étudiants arrogants mené par le vice-président des étudiants, David. Au même moment, il bouscule la mystérieuse fille de La Fontaine, Iris, et son visage atterrit directement dans ses bottes à talons. David, enragé que ces deux inconnus soient passés devant lui sans s'incliner, exige qu'il lui montre du respect. Le clone d'Haruto ne veut rien avoir à faire avec ça, alors il tente l'excuse classique « Je dois aller aux toilettes ». Cependant, ce mensonge évident exaspère David, qui lance une attaque magique sur lui. Le sort frappe le clone d'Haruto en plein dos, mais grâce à la barrière protectrice du vrai Haruto, il se relève sans une égratignure. À ce moment-là, le clone d'Haruto a complètement oublié qu'il était censé être faible et aurait dû faire semblant d'être blessé. Voyant que son attaque n'a eu aucun effet, la rage de David déborde et il commence à chanter un sort bien plus puissant et létal. Hirata s'excuse de l'avoir impliqué, mais avant qu'elle ne puisse intervenir, le clone d'Haruto passe à l'action. Il sort l'arme à feu magique que Charlotte lui a donnée plus tôt pour se défendre et tire sur David en voyant le vice-président voler comme un hibou. Sans hésiter une seconde, il profite de cette occasion pour s'enfuir. Plus tard, le clone déprimé d'Hirata raconte toute la journée désastreuse au vrai Hirata qui est immensément désolé pour son double. Ses problèmes sont loin d'être terminés lorsqu'une lettre arrive de David, le défiant en duel formel. Le rejeter apporterait le déshonneur à la famille Gold, rendant la situation impossible. Ce soir-là, Haruto aperçoit Hirata se dirigeant vers la résidence de David. Elle supplie le vice-président d'annuler le duel, prenant toute la faute sur elle. Cependant, David est de très mauvaise humeur. Son épaule lui fait immensément mal à cause du pistolet magique et il décharge sa frustration sur ses guérisseurs à Aratus. Il fait ensuite une proposition dégoûtante. Il annulera le duel si elle accepte de faire gigoter ses pastèques devant lui et ses acolytes. À l'horreur et au dégoût d'Haruto, la pauvre fille accepte, mais juste au moment où elle s'apprête à retirer son haut, la pièce est plongée dans l'obscurité totale. À cet instant, Haruto apparaît sous son personnage de Shiva, ayant scellé la zone dans une dimension de poche. Il réprimande Iris pour son manque de respect de soi avant de tourner son attention vers un David terrifié. Il se présente comme un justicier et, en punition de ses actions, crée un bloc de vis magique autour de l'épaule blessée de David. Il explique que l'étau se resserrera s'il essaie d'utiliser la magie ou si quelqu'un tente de le soigner. Il déclare que l'appareil ne sera retiré qu'une fois qu'il aura annulé le duel et expié correctement ses péchés. Après le départ d'Haruto, la dimension se dissipe. Les amis de David se précipitent à commode à ses côtés, mais dès qu'il lui lance un sort de guérison, l'étau s'active. Il lâche un liquide biologique dans un hurlement d'agonie à glacer le sang, un son si pathétique que même ses propres laquais ne peuvent s'empêcher d'éclater de rire devant son état misérable. La vie d'Haruto à l'académie est officiellement un cauchemar. Loin d'être expulsé, il est maintenant le sujet de conversation de toute l'école. Au lendemain de l'incident David, Haruto est convoqué au bureau du corps professoral. S'attendant à une expulsion, il est plutôt accueilli par des éloges. Il est devenu une célébrité malgré lui, des étudiants voulant renifler ses aisselles pour être aussi puissants que lui. Désespéré d'échapper à l'attention, il tente de s'enfuir vers son dortoir, mais il est intercepté par la personne qu'il veut le plus éviter, la professeure Tieta. Elle refuse d'abandonner, offrant joyeusement d'expliquer à nouveau son argumentaire de recrutement. Malgré la réticence d'Hirata, Tieta lui attrape le bras et reste catégorique quant à le recruter pour son laboratoire de recherche. Elle expose la structure de l'académie sur le sol. Tous les étudiants doivent choisir entre la filière chevalier et la filière chercheur. La filière chevalier est pour ceux intéressés par le combat physique et les batailles, tandis que la filière chercheur est pour les études magiques. Vu ses réponses impressionnantes sur la magie ancienne, Tieta insiste pour qu'il travaille sous sa direction et promet même de lui offrir des événements occasionnels de léchage de saucisses. Juste à ce moment, le prince Laius s'approche de lui et sous le couvert d'un salut amical, il charge Haruto. Cependant, cette attaque fut facilement interceptée. Haruto est ensuite salué par Marion, dont les seins semblent encore plus gros dans cette robe rouge. Alors qu'ils discutent de leur cours, elle demande à Haruto de l'accompagner à son cours de recherche. Cependant, Laios veut qu'il rejoigne son laboratoire car il veut apprendre la magie d'Haruto. S'ensuit une dispute chaotique à trois sur l'avenir d'Haruto, juste au moment où Arata intervient, affirmant qu'elle veut parler à Haruto en privé. Voyant cela comme une opportunité, il attrape les mains d'Arata et quitte le couloir, affirmant avoir des choses importantes à faire avec elle. Cela laisse les trois furieux car aucun d'eux n'a réussi à emballer ce garçon talentueux. Une fois seule, Haruto demande de quoi elle voulait parler. Iris révèle qu'elle connaît la vérité. Elle peut sentir la différence entre lui et son clone sans mana et elle peut aussi percevoir sa magie de barrière unique. La façon dont elle décrit son mana lui fait se demander si elle est un démon. Cette question prend Iris au dépourvu et elle se fige une seconde avant de confirmer doucement qu'elle est humaine. Elle s'excuse même d'avoir entraîné Hirato dans le pétrin avec David. Pendant qu'il écoute, Iris le remercie aussi pour sa protection et à son grand choc, lui demande s'ils peuvent être amis. Haruto est sidéré d'entendre cela.
Iris explique qu'elle sent que c'était le destin qu'ils continuent de se rencontrer. Il apprend qu'elle a été abandonnée 4 fois, enfant, et a grandi dans un monastère où elle a été maltraitée par tous, sauf un gentil prêtre décédé quand elle avait 5 ans. Cette éducation isolée l'a laissée avec un manque total de bon sens et de compétences de vie, et elle espère qu'en se liant d'amitié avec lui, elle pourra enfin apprendre à utiliser ses doigts pour se satisfaire. Haruto lui dit sans détour qu'elle s'est adressée à la mauvaise personne car il est aussi un introverti, mais pour Iris, c'est parfait. Cela signifie qu'ils sont similaires et peuvent apprendre ensemble. Haruto, réalisant qu'elle pourrait être une alliée utile pour naviguer dans la vie scolaire, accepte à contre-cœur. Quand il apprend qu'elle rejoint aussi le laboratoire de magie ancienne de Tieta, il soupire de résignation, réalisant que son destin est scellé. Cependant, Iris lui sourit simplement. Son sourire sincère est si radieux qu'Haruto pense qu'il pourrait rivaliser avec celui de Charlotte. Pendant ce temps, Charlotte, Frey et Lisa se prélassent dans le bain chaud parlant d'Irado et à quel point il leur manque. Sans hésitation, Charlotte se lève avec une idée brillante pendant que Frey et Lisa continuent de tremper leurs airbags dans l'eau. Elles discutent ensuite de qui a les plus jolis airbags pendant quelques heures. Frey se montre légèrement vulnérable et partage son expérience avec Haruto. Comment il était une entité puissante même quand il était un petit enfant chétif. Lisa ne peut pas comprendre ce niveau de puissance. Avant qu'elle ne s'en rende compte, les filles deviennent tristes car elles ne peuvent non plus jouer avec le ding-dong d'Haruto. D'un autre côté, Haruto et Iris se dirigent vers sa chambre pour s'amuser un peu. Mais ils remarquent une étrange énergie à proximité. Comme il ne peut pas dire à Iris de faire demi-tour, ils entrent tous les deux dans la pièce où Charlotte attend son frère. Voyant une beauté à ses côtés, son esprit saute immédiatement à la conclusion qu'Haruto est sur le point de coucher avec sa petite amie. Cependant, Haruto clarifie rapidement qu'Arata n'est qu'une amie. Un concept qui semble impressionner Charlotte encore plus. Elle médite que s'il peut se faire un ami si facilement, trouver des amants devrait être un jeu d'enfant. Selon Charlotte, Aratus sera sa première femme, alors elle veut devenir sa seconde épouse. Haruto rejette cela comme une fantaisie enfantine, tandis qu'Iris se demande si c'est une conversation normale entre frères et sœurs. Finalement, les filles se présentent et elles s'assoient à toutes pour commencer à s'inscrire à leur cours. Haruto s'ennuie rapidement et demande à Charlotte de choisir son emploi du temps pour lui. Elle s'exécute joyeusement, remplissant son formulaire en un rien de temps, avec une sélection de cours difficiles, de niveau supérieur qu'elle juge pas trop facile pour lui. Iris est surprise qu'il ne vérifie même pas ses choix, mais Irado explique qu'il fait entièrement confiance à Charlotte, un commentaire qui fait rougir sa sœur de fierté. Quand Iris s'enquiert de ses objectifs à l'académie, Charlotte prend un air mystérieux. Elle explique fièrement que le véritable but de son frère dépasse de loin les simples études et qu'il a déjà transcendé de telles conventions mortelles. Ces grandes déclarations cryptiques laissent Iris complètement émerveillée par lui. Haruto, réalisant que sa sœur est sur le point de causer encore plus de ravages, décide qu'il est temps pour elle de partir. Elle dit au revoir et, alors qu'elle franchit la porte de téléportation, Haruto couvre rapidement les yeux d'Iris pour l'empêcher de voir son secret, la laissant avec un mystère de plus sur son étrange nouvel ami. Le premier jour de cours arrive et Haruto le redoute déjà. Avant qu'il ne parte, Charlotte lui fait un câlin porte-bonheur, le serrant pendant un temps inconfortablement long. Alors que lui et Lisa sortent du dortoir, ils sont accueillis par une Iris enthousiaste. Elle sait déjà que Lisa est un dragon, mais l'accepte simplement comme une bizarrerie logique d'être l'assistante d'Haruto. Elle n'arrive pas à croire qu'Haruto ait été placé dans la modeste classe C d'après son examen, mais prédit avec confiance qu'il sera promu en classe A en un rien de temps. Il s'avère qu'Aratus est une étudiante de classe A. Quand elle entre dans la pièce, les deux regardent ses fesses gigoter. Plus tard, Haruto se rend à sa classe C où tous les regards sont braqués sur lui, puisque sa réputation l'a précédé. La professeure explique que la classe C est pour l'étudiant moyen, mais leur performance aux évaluations déterminera s'ils montent ou descendent. Sur ce, l'enseignante annonce un test surprise à l'improviste. Haruto y voit une autre occasion en or de se faire expulser. Cependant, les questions sont étonnamment faciles, car ce sont des concepts que Charlotte avait maîtrisés durant ses 6 premiers mois d'études. Réalisant qu'un 0 serait trop évident, il vise un score respectable mais peu impressionnant de 60. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que le score moyen pour la classe C n'est que de 20 points. Quand son résultat est annoncé, les camarades de classe d'Haruto et la professeure sont époustouflés par son génie. Avant même qu'il ne puisse assimiler son erreur, la professeure déclare qu'il est immédiatement promu en classe A pour sa prochaine leçon. Son plan a une fois de plus échoué de la manière la plus spectaculaire possible. Entrant dans la salle de classe élite de classe A, il repère immédiatement Iris et Leios. Il tente une retraite précipitée, mais ils le traînent à un siège entre eux et se disputent pour savoir qui pourra lui attraper la saucisse pendant le cours. Leurs chamailleries sont interrompues par l'arrivée de la professeure, une femme d'apparence stricte nommée Oratoria qui les réprimande immédiatement pour avoir bavardé. Elle a une aversion particulière pour le laboratoire de Tieta et elle avertit Haruto et Iris qu'elle va leur donner du fil à retordre. La première leçon porte sur les attributs magiques. Oratoria appelle Iris au tableau pour faire une démonstration et la boule de cristal révèle qu'elle possède tous les attributs, un exploit rare et impressionnant. Cependant, son niveau global n'est que de 5, ce qu'Oratoria qualifie de pitoyablement bas. La professeure explique ensuite la différence entre les attributs principaux et secondaires et demande à la classe pourquoi les attributs secondaires sont si difficiles à mesurer. Leia suggère que c'est dû à la maîtrise, mais Erato rejette cela comme une théorie dépassée. Pendant ce temps, Haruto marmonne que c'est à cause des attributs cachés. Hirata Vorier l'entend et exige qu'il explique sa logique.
Sous pression, Hirata décrit un concept qu'il n'avait jamais discuté, qu'avec Charlotte, que chaque attribut a des sous-attributs cachés, comme l'amélioration pour le feu qui affecte l'aptitude magique d'une personne de manière spécifique. Hirata Vorier est stupéfaite. Cette théorie fait partie des dernières recherches hautement classifiées d'un génie mystérieux, connu uniquement sous le nom de hibou sage, dont les travaux ont révolutionné la magie moderne. Elle ne peut comprendre comment un étudiant saurait cela, et sa suspicion qu'Hirata puisse être le hibou sage est palpable. Plus tard, dans le laboratoire de Tieta, le clone d'Haruto a pris le relais pour la journée, mais leur fête de bienvenue est interrompue par un cri venant de l'arrière-salle. Ils se précipitent pour trouver David ligoté sur le sol comme dans une scène de chambre coquine. Tieta explique qu'il est venu la supplier de l'aider avec l'étau magique, mais il s'est effondré de fatigue pendant qu'elle l'examinait. Elle le voit comme un sujet de recherche parfait. Iris réalise que l'étau est fait de magie sans attribut et Tieta confirme que ce doit être de la magie ancienne, car un sort moderne n'aurait pas duré aussi longtemps. La seule question est qui a pu le lancer ? Pour obtenir une réponse, elle réveille David avec une série de claques sèches. Il ne peut décrire son agresseur que comme une silhouette vêtue de noir, avec une voix étrange. C'est tout ce dont Tieta a besoin. Elle se tourne rapidement vers le clone d'Haruto, ses yeux brillants de suspicion. Elle souligne que l'allié de la justice du territoire de Mangrave Gold est opportunément apparu dans la capitale exactement au même moment que lui. Tieta le soupçonne de cacher quelque chose de bien plus grand que sa seule connaissance de la magie ancienne. Alors qu'elle le presse d'un ton menaçant, le clone d'Haruto panique et appelle mentalement à l'aide. En un éclair, le vrai Haruto apparaît sous son personnage de Shiva. Il dit froidement à Tieta qu'il n'est pas lié à Haruto et n'est dans la capitale que pour punir le mal. Tieta est ravi de le rencontrer mais est plus intéressé par le fait que David fait partie d'une organisation suspecte réelle. Shiva confirme que c'est pourquoi il a été ciblé puis dit à David qu'il retirera la contrainte le lendemain matin si le duel est annulé. Alors qu'il se tourne pour partir, Tieta le piège dans une contrainte magique exigeant qu'il réponde à toutes ses questions, offrant même son corps pour une nuit en échange de son savoir. Cependant, Haruto se libère sans effort, la retient en guise de revanche et ne libère la petite professeure qu'après qu'elle l'ait supplié de la laisser aller aux toilettes. Maintenant, la fête de bienvenue reprend enfin, mais c'est une affaire gênante. Porcos, l'assistant de longue date de Tieta, confie à Hirato qu'il était son tuteur, mais elle était un tel génie qu'il n'avait rien à lui apprendre. Il déplore qu'elle ait abandonné une carrière prometteuse en magie moderne pour courir après le domaine infructueux de la magie ancienne. Pendant ce temps, une Iris ivre remercie Hirato d'avoir rejoint le laboratoire, croyant que c'est sa meilleure chance de devenir plus forte avant de s'évanouir. Tieta explique ensuite la situation d'Hirato. Son faible niveau est probablement permanent, alors elle mise sur la magie ancienne pour trouver une percée. Alors qu'ils se remettent tous de la fête, David, bouillonnant d'humiliation, convoque l'escouade d'assassins d'élite de sa famille. Il leur donne un ordre simple, neutraliser Haruto et prendre une photo de son ding-dong à des fins de recherche. Il n'a aucune idée que le vrai Haruto observe et enregistre chacun de ses mouvements. En quelques minutes, les assassins encerclent le bâtiment, mais leur agent s'écrase la tête la première contre une barrière invisible. Réalisant que le bâtiment est chata à protéger, ils essaient de le briser, mais leurs armes ne peuvent même pas l'égratigner. Soudain, des portes apparaissent partout dans le bâtiment. Les assassins avancent avec prudence, mais ils sont éliminés un par un comme des poulets, traînés à l'intérieur par une force invisible. Quand le vrai Haruto se révèle enfin, les assassins restants réalisent avec horreur qu'ils ont attaqué leurs propres camarades, déguisés par la magie d'Haruto. Leur capitaine est scellé en un instant et toute l'escouade est capturée sans une seule victime. Les assassins capturés et sa victoire absolue, Haruto confronte David. Il présente au vice-président terrifié toute son escouade d'assassins capturés, toujours enveloppés de contraintes magiques. En guise de touche finale, il projette un enregistrement du moment où David lui-même a donné l'ordre de neutraliser tout le monde dans le laboratoire. Face à des preuves irréfutables, David essaie toujours de le nier, mais ses dénégations sont faibles et pathétiques. Pendant ce temps, Haruto explique que sa punition précédente n'était clairement pas suffisante et demande s'il aimerait expérimenter la vraie douleur. Poussé à l'extrême limite, David fait un geste désespéré et s'injecte une étrange substance d'une seringue dans le bras. Son corps commence immédiatement à se contorsionner et à s'étendre, le transformant en une gigantesque et grotesque Nicki Minaj. Haruto ne peut que regarder cette stupide petite transformation. Juste à ce moment, la petite peste de Charlotte l'appelle et demande à Haruto de ne pas blesser David. Soudain, le David nouvellement monstrueux se déchaîne et un seul coup de poing envoie Haruto voler hors de la fenêtre brisée. Maintenant, il engage la bête, décidant d'essayer une approche non létale. Haruto utilise sa magie de barrière pour créer de puissantes contraintes, immobilisant les bras du monstre. Mais la créature a un horrible tour dans sa manche. Elle se débarrasse intentionnellement de ses propres membres capturés qui se dissolvent en poussière avant de régénérer instantanément une toute nouvelle paire. Haruto n'a aucune idée de comment vaincre ce monstre, mais juste à ce moment, Charlotte partage son observation que le monstre semblait devenir un peu plus petit après s'être régénéré. La réponse fait tilt dans l'esprit d'Haruto. Le monstre doit consommer la propre masse et l'énergie de David. Il lui suffit de le forcer à se régénérer plusieurs fois. Louant Charlotte pour son génie, Haruto prépare son mouvement final. Il invoque un vortex tourbillonnant dans le ciel d'où émerge un arsenal de toutes sortes d'épées imaginables, ainsi qu'un unique marteau jouet solitaire. Soudain, Haruto déchaîne la tempête de lame qui s'abat sur le monstre, non pas pour le neutraliser, mais pour trancher sa chair surdéveloppée, le forçant à rétrécir et à se régénérer constamment.
Le monstre est réduit morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un David nu, inconscient et de taille humaine. Enfin, le marteau joué tombe du ciel et le frappe doucement sur la tête. Haruto remercie Charlotte pour son aide inestimable et lui dit d'aller regarder des vidéos de cornes japonaises. Il s'approche ensuite du David redevenu humain, espérant poursuivre son interrogatoire, mais l'ancien vice-président s'enfuit à quatre pattes comme un animal effrayé. Réalisant qu'il n'obtiendrait aucune information de lui maintenant, Haruto récupère la seringue usagée pour une analyse ultérieure. Épuisé, il fait face à sa dernière tâche de la nuit, utilisant sa magie pour réparer les énormes dommages collatéraux au bâtiment de recherche avant que quiconque ne se réveille. Plus tard, à l'aube, le clone d'Haruto se tient près de la fenêtre, regardant le ciel. Il confie au vrai Haruto que malgré tout ce chaos, il a en fait bien aimé passer la journée avec Iris et les autres. Ils commencent tous deux à réaliser qu'ils n'ont peut-être plus cette haine d'interagir avec les autres. Tandis que la vie scolaire d'Haruto atteint un nouveau sommet de désordre, la petite organisation de sa sœur est officiellement lancée. Frey et Lisa, après avoir mené leur propre enquête dans la capitale, rapportent leur découverte au groupe. Ils ont confirmé les rumeurs. Le roi et la reine sont en très mauvais termes, et les nobles manœuvrent pour le pouvoir dans le vide qui s'ensuit. Johnny relie astucieusement la bataille d'Haruto contre David à cette vaste conspiration, Charlotte prenant le devant de la scène expose sa grande théorie inspirée des animes. David est un membre haut placé d'un conseil étudiant obscur, qui n'est qu'un pion pour une gigantesque organisation maléfique cherchant à ébranler le pays jusqu'à ses fondations. D'un autre côté, Haruto observe tout cela grâce à sa magie de surveillance. Il sait que le plan de sa sœur est une pure fiction, mais il sait aussi qu'une organisation maléfique existe bel et bien, avec sa propre mère en son centre. Il réalise qu'il ne peut pas les arrêter pour l'instant, donc la seule chose qu'il puisse faire est de veiller sur Charlotte et ses agents. Malgré tout ce chaos, Hirado a enfin trouvé sa véritable raison d'être. Protéger Charlotte et ses amis afin de pouvoir profiter de sa vie paisible et solitaire. Si vous voulez que nous couvrions la deuxième saison de cet anime, commentez Airbag ci-dessous. D'ici là, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.